Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Nous allons parler d'une région du Groenland. Avec un expert. Avec un expert. Et là, je vous laisse développer parce que ça a été tout de suite très, très tendu avec le président Trump. Aujourd'hui, donc, nous avons invité un véritable spécialiste du Groenland, c'est le sénateur André Gattolin, qui a été donc sénateur, vice-président de la commission de la défense ou des forces armées et des affaires étrangères, qui est un spécialiste des pays du nord de l'Europe. D'ailleurs, il présidait, je crois, la commission Europe du Nord au Sénat. Et c'est un spécialiste qui a écrit, alors c'est rarissime en France, qui a écrit un rapport sur le Groenland en 2014, je crois qu'on pourra le montrer, pour expliquer l'importance du Groenland. Donc qui pouvait mieux que lui dialoguer avec nous sur ce pays et qui vient d'être mis en avant, vous l'avez dit, par le président Trump, qui vient de dire le Groenland c'est pour nous, en gros, on va récupérer le Groenland. Quand on voit ça, évidemment, tout le monde a réagi. J'ai entendu beaucoup de bêtises, il faut bien le dire, depuis l'annonce du président Trump, qui d'ailleurs était la deuxième du genre, puisque le président Truman avait déjà dit qu'il voulait récupérer le Groenland après la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc il y a peut-être des raisons sérieuses qui poussent les Américains à ça. On va y venir parce que je pense que notre invité pourra en dire beaucoup plus. Et donc, je crois qu'il est temps de regarder le Groenland en face. J'ajouterai juste une chose, parce que nous sommes en France. Pour les gens d'un certain âge, le Groenland, c'est Paul-Émile Victor, on évoquait tout à l'heure, c'est Jean Mallory, qui a écrit un livre extraordinaire sur les Inuits. Donc, c'est à l'époque, ça nous paraissait le bout du monde. Et puis là, on n'est plus du tout dans le bout du monde, parce que là, c'est au cœur de l'actualité mondiale. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expertise sur ce pays, parce que je pense que vraiment les gens ont besoin, nos auditeurs ont besoin de comprendre ce qu'est le Groenland, et derrière, qu'est-ce qui peut bien pousser le président Trump? Parce qu'on dit, il y a les terres rares, d'autres vous disent, c'est le domaine stratégique, il y a plein de choses. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, en définitive? Tout d'abord, bonjour et merci beaucoup de m'inviter dans cette très belle émission. Oui, le Groenland est un vaste sujet auquel je m'intéresse depuis maintenant 13 ans. Et j'ai beaucoup utilisé mes fonctions au Sénat pour approfondir le sujet. Les États-Unis s'y intéressent d'abord pour une raison purement géographique. Le Groenland ne fait pas partie de la plaque continentale européenne. Elle est partie intégrante du continent nord-américain. La mer de Baffin qui sépare le Groenland du Canada, à ses deux extrémités, avec la fameuse petite île Anse, tout au nord, proche du pôle Nord, et au sud, un détroit, somme toute, extrêmement étroit. Précisément. Oui. Et donc, cette proximité géographique ne s'est pas traduite dans le temps. Le pays qui d'abord s'est développé à l'est, avec les premières, au-delà d'Éric le Rouge et des grandes invasions vikings, les premières extractions qu'on a eues minières étaient sur la façade est, c'est-à-dire au-dessus de l'Islande, en direction de l'Europe. Mais très rapidement, la population, et ça on y reviendra parce que c'est quelques 56 000 âmes pour plus de 4 fois la superficie de la France, se concentre à l'ouest. Je voudrais juste vous arrêter là-dessus parce que je pense qu'il faut bien que les gens comprennent ça. On est en train de parler d'un pays, comme vous venez de le rappeler, qui fait 4 fois la France, c'est pas rien quand même, c'est immense. Et d'un autre côté, une population de moins de 50 000 habitants. Alors, il y a quand même 85% de la superficie qui est sous la calotte glaciaire. Et l'implantation s'est faite surtout du côté, je dirais, ouest, c'est-à-dire en face du Canada. Alors la ville principale, la capitale de ce territoire autonome, c'est Nuuk, anciennement Gotham, qui compte 20-25 000 habitants, c'est-à-dire bientôt la moitié de la population. Et d'ailleurs avec un phénomène de disparition d'aspiration, c'est-à-dire que les gens quittent les rares villes, les deuxième et troisième villes, c'est 5 000 habitants. Oui, c'est ça. Et quand vous êtes à Nuuk, un peu moins autour de 20 000 habitants, c'est pas terrible. Il n'y a pas de route. Il y a des routes dans les villes, il n'y en a pas entre les villes. Vous voyagez
d'une ville, par exemple d'Ilulissat, qui est au nord dans la baie de Disko, près du grand glacier, le Jakobshavn, le plus gros de l'hémisphère nord, vous voyagez pour aller à Nuuk ou ailleurs, en avion, quand il y a des lignes, en hélicoptère ou en bateau, en cabotage, entre quand même des bouts d'iceberg qui sont... ça a beau fondre, il y en a quand même encore un paquet. Donc l'intégrité territoriale, en tous les cas, sa cohérence, n'est pas quelque chose de simple. Vous avez une population très, très majoritairement autochtone, inuite, on disait avant esquimaux, mais qui est elle-même empreinte d'une très grande diversité. Il y a originellement 4 langues. Les gens de l'Est, du Groenland, ne comprennent pas les gens de la capitale Nuuk. Donc, il y a une forme, je dirais, de volonté d'indépendantisme, de souveraineté du territoire, mais le jour où ça deviendra un État à part entière, pas facile à gérer. 56 000 habitants. Nous avions calculé avec un ami chercheur très spécialiste qui a fait sa thèse sur le Groenland, Damien de Georges, que l'élite politique du pays se représentait 50 personnes. Les 31 parlementaires, quelques ministres, et point barre. Donc vous imaginez, c'est 56 000 habitants, c'est Chambéry intramuros. Donc c'est très difficile de construire un État, même si la volonté, parce que ce pays a été sous colonie danoise, qui n'ont pas toujours été tendres avec les populations, comme les Canadiens d'ailleurs ne l'ont pas été non plus avec les Inuits ou les Américains, avec ce qu'on appelle les Amérindiens. Donc il y a un ressenti énorme vis-à-vis de la puissance coloniale, et un pays d'ailleurs qui est totalement en dépendance économique. Plus de 60% du budget du territoire autonome du Groenland est voté, donné par Copenhague, par le Parlement, sans compter d'autres aides diverses. D'un côté, donc, un pays qui contrôle le Danemark, qui n'a rien fait de particulier pour le Groenland, qui n'est pas apprécié. Ils ont donné de l'argent. Ils ont donné de l'argent et c'est tout, mais qui n'est pas aimé du tout par la population locale. Une population locale dont on dit qu'elle voudrait être indépendante, mais vous dites c'est un tout petit groupe de gens qui contrôlent la situation parce que le reste ne compte pas. Hein. Donc c'est compliqué. Hein. Oui, je voulais justement rebondir. Vous parlez d'autonomie, d'indépendance du Groenland. Quelle est la situation et la relation politique, je dirais, entre le Groenland et le Danemark, d'une part? Est-ce que c'est une région? Est-ce que c'est une province? Et avec l'Europe, comment le Groenland se situe? Alors, ça c'est un vrai sujet parce que quand le Danemark a envisagé d'entrer dans l'Union européenne, le pays a organisé un référendum en 1972 où la majorité de la population du Danemark, mais aussi de ses dépendances, dont le Groenland, ont voté en faveur. Mais les Groenlandais étaient contre. Mais ils se sont retrouvés inclus dans l'Union européenne en 1973. Là-dessus, il y avait une revendication pour un statut d'autonomie, et on le comprend parce que quand vous êtes à des milliers de kilomètres de la capitale, donc un premier statut, d'ailleurs avec un très fort soutien depuis la Deuxième Guerre mondiale des Américains et des Canadiens. Faut bien le dire, hein, avec une très forte reconnaissance, parce que quand le Danemark a été envahi par les Allemands, l'ambassadeur danois proche du Groenland, qui était en poste à Washington, a dit aux Américains, installez vos bases, vous pouvez l'utiliser, je me fiche de ce que va dire le roi et le gouvernement, qui était d'ailleurs resté en place. Donc, il y a eu ce statut en 1979 d'autonomie, simple, mais quand même significative. Il y a eu, de ce fait-là, la demande d'un référendum de la part des Groenlandais sur rester ou sortir, une sorte de Grexit sans la Grèce, mais avec le Groenland, de sortir en 1982, forte majorité pour quitter l'Union européenne, donc actée en 1985, mais avec quand même des éléments de souveraineté qui restaient danois, bien sûr, la politique étrangère générale, la défense,
et la monnaie. En dehors des domaines régaliens, Voilà. il y avait l'autonomie. Mais vous vous retrouvez dans un état très particulier, d'un territoire qui ne fait plus partie de l'Union européenne, même s'il y a des accords, mais où ces citoyens sont de facto, parce qu'ils ont un passeport danois, citoyens européens, et qui payent, même pas en euros, puisque le Danemark est dans l'opt-out, donc c'est-à-dire l'option d'attente ou de non-adhésion à l'euro, donc vous payez en couronne danoise. Donc ça a amené d'ailleurs à des commentaires incompréhensibles de quelques hauts responsables politiques. Non, ce n'est pas une atteinte à l'intégrité du territoire de l'Union européenne. En revanche, effectivement, s'agissant de citoyens européens, malgré eux, ça pose quand même une question. Voilà. Ce pays très particulier, comme on vient de le définir, et je crois que c'est intéressant à tout point de vue, parce que même quand j'entends qu'il y a 4 langues différentes pour 50 000 habitants, on dit que les choses sont quand même très compliquées. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a ce problème avec le Danemark, il y a le problème et alors brutalement, les Américains, qui avaient déjà fait ça une fois avec Truman, disent on veut récupérer le Groenland. Alors, comme vous l'avez dit, le Groenland fait partie du continent américain. Nord-américain. Nord-américain, c'est clair. C'est quand même pas la seule raison pour laquelle les États-Unis disent c'est pour nous. Non. Toute la politique, la majorité du développement territorial des États-Unis tel que nous le connaissons, c'est procédé par rachat, pas par guerre. Toujours, oui. Il y a eu bien sûr l'Alaska dans les années 1870, racheté à la Russie. Il y a eu avant, au début du 19e siècle, le rachat de la Louisiane à la France. Mais on oublie qu'il y a eu le Texas, on oublie qu'il y a eu une grande partie de la Floride, que la plupart des territoires qui avaient été concédés aux Amérindiens en réserve leur ont été rachetés. En fait, c'est une logique naturelle d'extension du territoire. Et surtout, sur des territoires considérés, on va dire, comme plutôt vides, ou peuplés de populations autochtones, indigènes. Donc, dans cette logique-là, ça a beaucoup choqué, cette proposition en Europe et en France. Aux États-Unis, au contraire, on dit, mais c'est pour leur bien, ensemble, on ira plus loin et on leur fait pas la guerre. D'ailleurs, l'évocation d'une possible intervention militaire était plus une façon de dire « je suis résolu » parce que Trump avait déjà fait la proposition en 2019, mais c'était la fin de son mandat. Et personne ne l'avait écouté à l'époque, personne ne l'avait pris au sérieux. Il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences parce qu'il y avait déjà eu, d'ailleurs, avant Truman, dans les années 1870, je crois en 1876, une première proposition de rachat. Donc on en est à la 4e. Ah oui, quand même, ça commence à faire. Voilà. Et Trump, je pense que volontairement a éteint le sujet en 2019. Il a obtenu de bonnes concessions, notamment il a fait pression sous le gouvernement danois pour interdire des projets d'extraction de minerais et notamment de terres rares et surtout d'uranium dans le sud à fait de l'île. Il a surtout obtenu, comme il y avait un grand appel d'offres pour améliorer les aéroports et notamment convertir plusieurs en aéroports internationaux, il a donc obtenu que la société chinoise CCCC, qui est la grande entreprise chinoise, qui est en gros le gros opérateur des constructions, des infrastructures, des routes de la soie, qui était en tête dans l'appel d'offres, soit exclue. Comme par hasard. Comme par hasard. Mais là, à la limite, c'était plus, je dirais, une cécité de la part des dirigeants danois qui n'étaient pas d'accord, mais qui ne voulaient pas accroître les tensions avec la population groenlandaise. Quelque part, ils n'étaient pas mécontents que les Américains leur rapport qu'ils étaient souverains et qu'il y avait quand même quelques engagements stratégiques. Parce que je rappelle que les États-Unis et le Danemark sont liés par un accord de 1951 de sécurité et de protection du Groenland, donc en pleine guerre froide, qui a donné la construction de la base aérienne de Thulé, et maintenant qui s'appelle la base spatiale de Pitifouk, quelque chose comme ça. Mais il y a déjà une présence. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une chose, c'est que d'une manière générale, les stratèges républicains et surtout ceux qui sont proches de Donald Trump sont toujours très inquiets à l'égard de la Chine. Ils considèrent que leur ennemi principal, c'est la Chine. C'est clair. Ils considèrent qu'il y a un lieu de confrontation
majeur et direct. On appelle ça l'Indo-Pacifique. Pour eux, c'est le Pacifique. Taïwan en fait partie, mais la prédominance des Américains sur le Pacifique, qui est de plus en plus contestée par le Chinois avec le développement de leur flotte maritime, mais aussi sous-marine, est un enjeu. Donc pour eux, c'est là où se tisse une confrontation qui serait autre qu'économique. Et c'est la nouveauté dans la pensée Trump. Le deuxième lieu le plus sensible, c'est le précaré nord-américain intégrant une partie de l'Arctique, toujours par rapport à la Chine et aussi un petit peu par rapport à la Russie. Pourquoi ? En cas d'attaque, la navigation maritime, la navigation aérienne, les missiles, qu'ils soient traditionnels, tactiques ou nucléaires, le plus court chemin, c'est par le pôle Nord. C'est par le pôle Nord. Ah ben c'est clair. Et comme, après la guerre froide, on a démantelé toutes les lignes, je rappelle que les Américains, avec d'ailleurs la complicité d'une certaine manière, l'obligation pour les Canadiens, avaient construit 3 lignes de défense. Une qui longeait la frontière américaine au sud, qui était plutôt de troupes armées, la Dew Line, qui était plutôt toute une série d'installations de bases militaires aériennes, et puis une 3e ligne qui était chargée des communications. Ce qui reste de ça, à part quelques installations, je dirais, en Alaska, le seul autre endroit, c'est justement l'ex-Tulé, au nord, et qui est complètement stratégique pour l'observation, le contrôle et la défense. Et on peut reprocher ce qu'on veut à Trump, mais il cherche à prévenir la guerre parce qu'il sait que son homeland et ses dépendances sont menacés, d'où l'attitude vis-à-vis du Canada, mais aussi du canal de Panama, restitué en 1995, quand il voit que c'est devenu une véritable industrie pro-chinoise, et ben il dit au coup de Trafalgar, venez pas m'embêter chez moi ou près de chez moi. C'est logique en définitive. C'est indispensable d'écouter ce qu'ils disent parce que c'est eux qui sont en train de mener la barque et mener le jeu. Trump, il a un certain nombre d'objectifs. Bon, l'objectif majeur, on l'a bien dit, étant la Chine. Bon, sur le Groenland, les uns qui nous disent il s'intéresse parce que c'est vrai qu'il a un problème, l'Amérique a un problème énorme de terres rares, donc il veut s'intéresser aux terres rares qui existent au Groenland. Il y en a d'autres qui disent mais pas du tout. C'est stratégique, c'est simplement pour pouvoir mettre des bases au nord et surveiller l'Arctique avec tout ce que vous venez d'évoquer. Et il y en a enfin qui vous disent, mais non, c'est simplement parce que le Groenland fait partie de notre zone pratique et donc il n'y a aucune raison qu'on le laisse sous le contrôle d'autres. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça ? Tout le monde a raison, mais tout dépend du terme vis-à-vis duquel on fixe les objectifs. Bien sûr, le Groenland regorge, qui est un terme d'ailleurs un petit peu exagéré, de matières premières, de richesses, et on parle même d'hydrocarbures. Les hydrocarbures sont essentiellement dans des zones maritimes, avec des coûts d'extraction qui sont 3 fois le prix du baril aujourd'hui, avec des dérives d'iceberg. Non. C'est trop L'exploitation sur la terre même est extrêmement délicate aussi. Parce que, je vous l'ai dit, 85% du territoire est couvert par la calotte glaciaire, qui connaît d'ailleurs elle-même certains effondrements, parce qu'il y a souvent de l'eau en dessous. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous. On pense que c'est un immense atoll, et que la partie centrale, c'est de l'eau. Et 3000 mètres de glace, c'est pas facile à étudier. Et les coûts d'extraction sont très chers, pour 3 raisons. 1, l'accessibilité des endroits et la présence de la glace. 2, le fait que pour certaines extractions, il faut des infrastructures portuaires dantesques, il faut des moyens d'exploitation. Et 3, la quasi-absence de main-d'œuvre qualifiée locale. Il n'y a personne. Aujourd'hui, il faut savoir que si vous regardez la structure de la population d'activité groenlandaise, plus de 40% de la population, on va dire, est fonctionnaire. C'est-à-dire que non seulement l'argent vient de Copenhague, mais l'activité, les hommes,
la grande pratique qu'ils ont, alors, il y avait la pratique ancestrale de la chasse. Oui. C'est une logique souvent de prélèvement, c'était surtout pour soi, mais c'est la pêche. Vous allez demander à des Groenlandais, population que je connais bien, d'aller dans des mines. Je ne suis pas certain. Le seul projet un peu important qui avait été avancé par la Chine supposait, les Chinois avaient proposé d'envoyer une colonie de 5000 Chinois pour extraire. C'est ça. Ce qui a fait très peur aux Américains. Parce que, effectivement, il y a quand même dans le sud de l'île où l'impact du réchauffement climatique, quelle que soit sa nature et ses origines, est plus rapide, il y a surtout de l'uranium. Il y a les terres rares, vous savez, il y a l'agriculture intensive et l'agriculture extensive, et ben il y a l'extraction minière intensive et extensive, il faut creuser beaucoup. Les Américains ont énormément de terres rares qu'ils ont cessé d'exploiter pour des raisons environnementales, de possession de territoires avec un certain nombre de populations amérindiennes, et surtout parce que les Chinois ont été habiles, ils ont fait un dumping extraordinaire, comme ils l'ont fait sur le manganèse, ils ont ruiné toute production alternative pour cumuler aujourd'hui 80% des terres rares. Et donc là, ça devient intéressant si nous nous projetons dans un terme qui n'est pas celui d'un mandat ou deux mandats, ou comme on fait en France quand on croit être visionnaire, parler de 2030. Les Chinois pensent 2050, 2100. Et moi, pour avoir beaucoup échangé lors de son premier mandat avec beaucoup de responsables trumpistes, participé à des réunions très ouvertes, ils sont passés, eux aussi, de 2050, 2100. Donc ils disent, c'est des pions, c'est comme dans le jeu de Go, on pose un pion lointain, mais c'est en prévision de quelque chose. L'enjeu aujourd'hui trumpien, il est d'abord géostratégique et militaire. C'est dire se protéger parce que si tu ne veux pas la guerre, il faut la préparer. Nous n'avons plus nos forces de défense. Avec quand même le réchauffement climatique, la circulation, alors il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, en Arctique, va plus vite. Ils ont un problème historique depuis 1985, conflit ouvert avec les Canadiens, qui considèrent que ce qu'on appelle le passage du Nord-Ouest, donc qui longe l'Alaska, le Canada jusqu'au Groenland, sont des eaux territoriales nationales, donc pas internationales. Donc ils ont même bloqué un temps le Polar Sea, un navire américain. Ils ont négocié un petit peu des accords, ce que les Américains veulent. Comme c'est une nouvelle ligne de défense qui n'existait pas avant, qui est celle maritime, ils veulent pouvoir circuler là. Évidemment, commercialement, ça serait pas rentable. Les sous-marins nucléaires américains passent en plongée par ça, et à la fureur des Canadiens qui disent « vous n'avez pas le droit, c'est à nous ». Mais là, l'autre disent « non, c'est international ». Donc là, on est... Et moi, je pense dans le chantage, je veux faire du Canada le 51e État des États-Unis. Il y a 3 sujets stratégiques. Il y a la question de l'engagement militaire très faible du Canada, qui met énormément d'argent dans les agences onusiennes pour l'aide au développement, pour le maintien de la paix, etc., mais qui n'est pas très doté. Première chose sur vraiment la défense militaire stratégique. Deuxième chose, les Américains considèrent, pas tout à fait à tort, mais ils l'ont été eux-mêmes, comme une passoire vis-à-vis d'investissements étrangers, notamment de la Chine. Je rappelle qu'on a beaucoup parlé du fameux laboratoire P4 de Wuhan, d'où serait parti, dit-on, le Covid. La collection virus très rares, comme Ebola ou d'autres, a été prélevée dans le P4 canadien. 2 chercheurs chinois, on ne sait pas d'ailleurs s'ils ont été autorisés ou s'ils l'ont fait tout seuls, sont partis avec la collection. Des investissements, nombreux partis canadiens, dont le Parti libéral de M. Trudeau, dont le NPD, sont accusés d'avoir touché des fonds directs de la Chine. Les yeux, c'est ça. Donc, on trouve qu'il y a une très grande mansuétude, que l'université, le savoir, les technologiques n'est guère protégé. Et puis, il y a ce 3e élément qui est la question de la navigation, effectivement, et de la circulation. Les Américains disent, nous, on veut bien protéger plus le monde entier, mais toute l'Amérique du Nord. Mais enfin,
au moins laissez-nous passer comme on veut. Ça me rappelle à une émission qu'on a faite, vous vous souvenez, sur le passage du nord-est, c'est-à-dire du côté long de la Sibérie, par les bateaux qui veulent accélérer leur venue vers l'Europe, où là aussi on avait rappelé qu'effectivement, un des problèmes qu'il y avait, c'était que les Russes disent ce passage par le long de la Sibérie, c'est chez nous. Hein, et justement, comme de même que les Canadiens disent le passage du nord-ouest, l'autre, c'est chez nous. Et évidemment, les Américains disent pas question ni pour l'un ni pour l'autre. Évidemment, on est toujours dans la même logique. Avec une particularité sur le passage du nord-est, c'est qu'il est beaucoup moins encombré de glace, parce que la rotation de la Terre fait accumuler plutôt à l'ouest et dans les îles nord-canadiennes les glaces. Mais surtout, les Russes s'intéressent depuis très longtemps. Il y avait une fascination de Staline pour la Sibérie et le Nord, puisqu'il avait été déporté là-bas lors de la révolution après la révolution de 1905. Et donc, il y a des infrastructures. Et que dès lors que vous parlez de circulation militaire, vous pouvez aller en apnée et puis faire manger des produits condensés. Si vous êtes dans une navigation commerciale où il faut respecter les horaires, que vous n'avez pas de brise-glace nucléaire, c'est plus compliqué. Donc, toute la route, qui intéresse beaucoup les Chinois, la route nord-est... Ils investissent beaucoup là-dessus actuellement. Mais les Russes ne les laissent pas passer comme ça. Il y a une vieille rivalité. On comprend, et vous l'avez très bien expliqué, les objectifs majeurs en ce qui concerne le Canada. Et vous l'avez rappelé, les Américains ont l'habitude d'acheter. Alors, alors, si on imagine que le processus, qu'on lance le processus réellement. Certes, le Groenland est autonome par rapport au Danemark, qui est son pays de tutelle. Vous qui connaissez bien le dossier, est-ce que, dans une évolution possible, il faut que les Inuits acquièrent leur indépendance et qu'ensuite ils négocient avec les États-Unis? Tout peut se faire ensemble. Comment ça peut se passer? Alors, parce que, nous, je parle pas des réactions européennes de dire, là, je vais être discret sur la déclaration de notre ministre des Affaires étrangères qui dit on va envoyer les troupes françaises. Je crois que faut être sérieux. On va envoyer les chasseurs alpins. Je vois les chasseurs alpins face à l'Amérique, face à l'armée américaine au Groenland. Ça me paraît pas très sérieux. Donc, revenons aux choses sérieuses. Comment ça pourrait se passer? D'abord, c'est quand même un territoire souverain. Donc ça veut dire une décision au bas mot du Parlement danois, qui n'est pas prêt de lâcher. Et je vois mal comment ça se passerait sans référendum auprès de la population danoise. Alors, qui sait que ça lui coûte cher, le Groenland? Mais en même temps, vous savez, c'est pas les... Enfin, je vais pas être méchant, mais c'est pas les petites îles d'outre-mer qu'on a. C'est pas les Lofoten. Voilà. Ça nous donne quelque chose d'assez impressionnant, y compris sur une carte. C'est aussi, je crois, il sera nécessaire qu'il y ait un processus démocratique du côté du Groenland lui-même. Quand ils ont voté sur l'adhésion ou pas à l'Union européenne, les deux territoires ont voté. Donc il faudrait que le Danemark soit d'accord pour leur accorder une forme d'indépendance ou l'indépendance ou la décision. Deux, il faudrait que ce soit d'une manière ou d'une autre ratifié par les populations. Et oui. Le seul sondage qui a été fait, je prends toujours ça avec des pincettes, même si c'est un institut très renommé, dit que 85% des Groenlandais ne veulent pas devenir américains ou d'un rachat américain. Il y a un ancien ministre danois qui s'est dit, mais selon des accords de 1917, en cas de vente du Groenland, le Royaume-Uni a un droit de préemption sur le rachat. Voyons donc. Vous voyez un peu les Anglais dire à Trump, nous ne sommes pas d'accord, et l'autre vient leur dire, j'augmente les droits de douane et les taxes de 550%, et comme en Colombie, on va dire oui. La première question, au-delà de l'indépendance, c'est dit, qui va payer les 485 millions d'euros versés annuellement par le Danemark, et ça c'est le chiffre officiel, parce que il y a un peu plus encore d'aide. Et là, ça devient sérieux. Alors là, ça commence à faire sérieux. Est-ce que les Américains sont prêts à ça? Est-ce que tout d'un coup, ils vont considérer qu'une politique purement redistributive, pour ne pas dire d'assistanat dans la logique américaine, ça fait partie des normes?
C'est une question. Non, je pense que les États-Unis savent qu'ils peuvent, et ils l'ont déjà obtenu ces dernières années, beaucoup de choses par concession du Danemark. Après tout, ils veulent surtout parler avec les Danois, puisque c'est eux qui tiennent encore les éléments de la souveraineté militaire, stratégique ou autre, monnaie. Donc, je pense, moi, mon hypothèse, c'est qu'ils veulent avoir la possibilité d'avoir d'autres bases, comme ils les ont eues pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est possible. Et je pense surtout qu'ils sont prêts à développer le développement aéroportuaire, et ce qu'ils veulent, c'est avoir presque un accès dual, privilégié, sur les aéroports internationaux. Celui qui vient d'être refait de Nuuk, d'ailleurs, au passage, maintenant, il y a une ligne directe, ce qui n'était pas le cas avant, on ne pouvait pas, de Copenhague vers Nuuk. Il fallait passer par Kangerlussuaq, qui était à 300-400 km au nord, redescendre en avion. Donc là, on peut faire le vol direct. Et l'année prochaine, c'est déjà signé, United, un terminal qui s'ouvre. Donc, de toute façon, le Groenland va s'américaniser. C'est ça. Par nature, par structure. Donc, moi, je pense franchement que la question pour lui, géopolitique, est la première. Bloquer la présence, l'entrée économique des Chinois qui sont prêts à perdre de l'argent pour exploiter, etc., dans des visions à long terme. Bloquer aussi les alliés de la Chine, les BRICS, les puissantes émergentes, qui vont dire, nous, vous voyez, on peut développer des choses ensemble, etc. Mais moi, depuis que je suis le dossier sérieusement, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans, j'en ai vu des propositions sur le papier d'extraction, de contrats fabuleux, alors qui fait fantasmer les indépendantistes. Aujourd'hui, dans l'opinion groenlandaise, aujourd'hui, suite à ces propositions, il y a une prudence. On veut, à long terme ou à moyen terme, l'indépendance, mais pas à n'importe quel prix. Mais je ne dis pas que les États-Unis ont perdu la partie. Si les États-Unis ont un vrai projet pour le Groenlandais, c'est-à-dire, oui, on va vous aider dans le développement. Tiens, votre petite université de Nuuk, où les gens se servent pour aller étudier, où il y a une dizaine de formations, on envoie nos meilleurs experts, on développe une filière d'intelligence économique. Après tout, les centres d'hébergement, de traitement qui consomment beaucoup d'énergie, on va aller les mettre sous la glace au Groenland. Ça veut dire qu'on les protège. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer dans cette relation. L'Europe, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que l'Europe peut se positionner, Est-ce qu'il y a une politique européenne vis-à-vis du Groenland ou non, c'est inexistant? Alors, il y a eu une déclaration en 2012. Alors moi, il faut dire que j'ai beaucoup hurlé une feuille de route, mais des plus banales. La question géostratégique. L'Europe est connue au Groenland pour être des gens qui leur disent, écoutez, vous êtes la partie congélateur de l'hémisphère nord, surtout n'ouvrez pas la porte, parce que sinon on va avoir froid. Ou au contraire, on aura trop chaud parce que vous n'aurez pas la porte ouverte. Ce qui n'est pas très satisfaisant parce que ces gens-là ont quand même une envie de développement. Ils voient le réchauffement climatique avec des effets qui sont négatifs au niveau de la planète, mais avec certains effets bénéfiques pour eux. Première chose. Deuxième chose, le Groenland est émetteur négatif, donc au contraire, c'est un puits carbone pour la planète dans sa production. Mais il dépend de toute la pollution des autres pays développés de l'hémisphère nord. Donc on vient leur faire la morale en disant attendez votre développement. Oui, on peut, mais on leur a pas proposé grand-chose en développement durable. Ça, je peux y revenir. Deuxième élément, on s'est battu contre l'horrible massacre des blanchots, les petits bébés phoques. Plus généralement, on a passé des règles dans l'Union européenne interdisant la vente de tous les produits issus du phoque, qui étaient un des éléments de l'économie de subsistance, mais pas que des Groenlandais. On a compté, on estime au moins en permanence à plus de 2 millions de phoques dans la zone groenlandaise pour 56 000 habitants. Pensez donc, la nourriture de phoque, la viande de phoque, l'huile
qui sert aussi à éclairer, qu'on produit, et la peau de phoque. C'est-à-dire qu'en fait, dans un phoque, ce qui vaut le plus, c'est la peau. C'est-à-dire qu'autrefois, m'expliquait un des plus grands chercheurs qui a vécu avec les Inuits du nord du Canada, de l'université de McGill, il m'expliquait que on tirait $25 d'une peau de phoque. C'est ce qui permettait d'acheter les médicaments, les produits qu'on avait de l'extérieur. Donc, tout ça a disparu. Alors, comment voulez-vous qu'on ait une bonne impression? Alors, l'Union européenne a des accords sur la pêche, etc. Puis on a un accord, puisque ils sont citoyens européens, sur Erasmus. Donc, on donne de l'argent pour que les meilleurs étudiants groenlandais viennent étudier en Europe, à Copenhague, à Londres, à Paris, à Berlin. Sauf que quand ils ont leur diplôme, plus de la moitié ne reviennent pas. Pourquoi ? Il n'y a pas les débouchés qui correspondent à leur formation. Évidemment. Ils ont fait une formation très qualifiée en nouvelles technologies, il n'y a pas d'entreprise. Et puis les conditions de vie. C'est le taux de suicide, et en particulier des jeunes, le plus fort au monde. C'est-à-dire, il faut voir la désespérance que c'est, la vie quotidienne. Quand vous êtes à Nuuk, la capitale, vous voyez les gosses qui s'ennuient, qui passent à faire jouer les portes automatiques électroniques des hôtels, c'est le grand jeu, et à boire beaucoup, et puis de plus en plus de drogue. Puis tous ces jeunes-là regardent sur les réseaux sociaux le monde qui bouge, et ils disent, nous, on n'y a pas droit. On passe à côté, Donc, l'Union européenne n'a pas bien compris. Moi, j'avais prôné qu'on les aide pour un tourisme durable. Parce que ça, ils peuvent le faire avec la population locale. Absolument. Qui est qualifiée. Donc, créer une nouvelle agriculture durable. C'est-à-dire qu'ils ont de l'hydroélectricité, ils peuvent faire, notamment dans le sud, de la culture sous serre. Quand j'y suis allé la première fois, il y a maintenant 13 ans, 14 ans, c'était la première saison où ils produisaient des pommes de terre, grosses comme des billes. Là, quand j'y suis retourné il y a 1 an et demi, c'est des pommes de terre énormes. Alors, ils appellent ça Grönlandische Kartoffel. Alors, c'est devenu une fierté nationale. La souveraineté alimentaire, bon sang, c'est important. Et c'est là-dessus qu'on peut créer, avec les Groenlandais, des moyens d'un développement, je ne vais pas dire durable, mais raisonnable, utile, qui est pour eux, qui n'est pas que de l'extractif pour les autres, mais qui leur amène du travail, des revenus, des ressources qui soient significatifs et dans le temps. Les choses bougent. Les choses bougent de toute manière. Et c'est pas simplement la signature d'un décret ou la signature d'un grand traité de rachat. Le Groenland va s'américaniser. L'influence américaine, y compris dans l'espace qui jouxte l'Europe du Nord jusqu'au continent américain, sera de plus en plus sous contrôle et surveillance américaine. Pour le meilleur, parce que c'est une défense, pour le pire, parce que c'est pas nous qui l'aurons fait. Voilà une merveilleuse conclusion, donc je vous en remercie, parce que ça m'évite de la faire. Merci. Je vous en prie. Merci véritablement d'être venu et de nous avoir éclairé sur non seulement le Groenland, mais on a couvert largement tout autour, et c'est tant mieux, parce que ça rend d'autant plus riche cet entretien et d'autant plus instructif pour ceux qui nous ont écoutés, parce que là, je pense qu'ils vont mieux comprendre et ils feront le tri entre tout ce qu'on peut raconter, et Dieu sait si on raconte n'importe quoi sur ce problème. Exactement. Merci de votre éclairage. Effectivement, donc maintenant on sait pourquoi le Groenland est